Effectivement, on n'est plus les scientifiques neutres que l'État et la société attendaient de nous. Ça fait des décennies que les scientifiques essayent d'autres choses. En fait, être neutre, ça veut dire concrètement laisser le champ libre au statu quo. La façon dont se comporte le gouvernement devient extrêmement dangereux pour l'équilibre de l'État. En fait, l'État, c'est-à-dire le fait que la population adhère un minimum à la loi. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'ambiguïtés par rapport à, bah oui, l'État, on est pour l'écologie, mais en même temps, on met des scientifiques en tôle, quoi. Parler d'idéologie de la décroissance, ça a strictement autant de sens que de parler d'idéologie de l'inexistence du Père Noël. C'est absolument incroyable que ce soit ces gens-là qui nous fassent le reproche d'être des idéologues. Si des personnes sont traitées comme écoterroristes, c'est aussi parce que on commence à toucher là où ça blesse, quoi. Aujourd'hui, nous allons parler des scientifiques qui alertent inlassablement sur la catastrophe socio-écologique en cours. Mais après 29 COP, 6 rapports du GIEC et des milliers de publications, ces scientifiques sont lassés de ne pas voir du changement. Quel peut être leur rôle face à la gravité de la situation et l'inertie gouvernementale? Et est-ce que cette fameuse neutralité scientifique est devenue un alibi pour l'inaction? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Andrée Debacker, chercheuse en sciences des matériaux, et Pascal Vaillant, enseignant-chercheur en informatique linguistique. Tous les deux sont des membres du collectif Scientifiques en Rébellion qui a sorti le livre « Sortir des labos pour défendre le vivant ». Dans cet épisode, nous allons voir le diagnostic de Scientifiques en Rébellion sur les crises socio-écologiques en cours, la posture que peuvent adopter les scientifiques face à ces crises, mais aussi des actions concrètes pour agir en tant que scientifiques. Bonjour Andrée, bonjour Pascal. Bonjour. J'aimerais commencer par quelques points de diagnostic, évidemment, pour comprendre quelle a été la raison de construire ce collectif, ce qui vous a poussé de le rejoindre, et puis ce que vous pensez que ce collectif devrait amener face aux crises socio-écologiques actuelles. Est-ce que vous pourriez, chacun et chacune, me donner peut-être un indicateur parmi tous les indicateurs de ces crises-ci qui vous parlent le plus, ou en tout cas que vous mobilisez le plus souvent, et puis un événement aussi qui vous a, vous, personnellement marqué, un événement physique ou une manifestation ou quelque chose comme ça. Vas-y. Je vais vous donner le plus récent, c'est l'effet de récence. J'ai lu un article dans Le Monde il y a quelques jours qui disait que par kilomètre carré de Méditerranée, sur une ligne entre le Cap Corse et la Toscane, on avait actuellement 2 millions de particules plastiques et que c'était un chiffre qui avait doublé depuis 2018. Donc il n'a pas doublé depuis 1960, il a doublé depuis 2018. On peut effectivement ouvrir le journal n'importe quel jour et trouver un événement marquant qui, à lui tout seul, suffirait à justifier une inquiétude sur l'avenir du vivant. Le vivant lui-même, un chiffre qui a été très marquant quand on l'a découvert depuis il y a 2 ans, je crois. C'est une étude qui a montré que sur des forêts allemandes, dans des zones qui étaient protégées, donc qui n'étaient pas des zones où se déroulait de l'épandage de pesticides, il y avait 60% de la biomasse d'insectes qui avait disparu depuis 40 ans. Donc c'est quelque chose qu'on percevait dans l'inconscience sans s'en rendre compte. Pour les gens comme nous qui ont plus de 40 ans, de se rendre compte que par rapport à leur enfance, il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux. C'est quelque chose qui se déroule tellement lentement à l'échelle de notre vie quotidienne qu'on le perçoit pas. Mais quand on le voit écrit noir sur blanc avec des chiffres comme ça, c'est une réalité qui vient nous percuter de manière très violente. Voilà. Et sinon, un événement déclencheur, vous disiez? Dans mon cas, ce sera pas un événement du monde observé. Ça va être un écœurement face au sentiment d'inaction. Ce qui m'a fait basculer dans une révolte telle que je me suis dit, la désobéissance civile est imaginable. Ça doit être à peu près en 2021 quand j'ai vu que, après le confinement, j'avais nourri comme un peu beaucoup de monde le fol espoir qu'il y aurait un monde d'après, que voilà, les gens avaient vu que on vivait mieux dans le silence, sans pollution lumineuse, sans pollution atmosphérique, que les animaux revenaient, etc. Que les gens avaient retrouvé le goût de manger des fruits et des légumes locaux parce qu'il y avait plus rien qui venait de Chine, voilà, et que ça allait être une redécouverte progressive, un recentrage un peu, un décalage en tout cas, un début de décalage des valeurs.
Et ça s'est pas passé comme je l'espérais. Il y a des gens qui ont dit que le monde d'après ressemblait furieusement au monde d'avant. Les émissions de carbone sont reparties de plus belle. Les émissions liées à l'aviation aussi. Voilà. Et ce qui était aussi un facteur contribuant à mon exaspération de citoyens qui, on parlera plus tard de l'engagement du scientifique, hein, c'est de voir que une expérience politique qui était la Convention citoyenne pour le climat en France, qui était extrêmement intéressante en fait, hein, et donc on pourrait avoir de la reconnaissance pour le président Macron d'avoir eu cette idée s'il en avait tenu compte. C'est en fait de prendre 150 personnes tirées au sort, enfin un échantillonnage de la population avec à la fois des jeunes, des vieux, des habitants des villes, des habitants des campagnes, des gens qui au départ s'intéressaient à l'écologie, des gens qui s'y intéressaient pas. Des gens de gauche, de droite, etc., qu'on met plusieurs mois ensemble à réfléchir collectivement, à s'informer, et qui aboutissent à des conclusions. Voilà, c'était une très belle expérience démocratique, et j'y ai cru. Et en fait, en 2021, ça a été enterré en grande pompe par le gouvernement Castet, qui a renoncé à inscrire la plus grande partie sauf quelques mesures anecdotiques, dans la loi. Donc voilà, je me suis demandé, face à la gravité de la situation, qu'est-ce qu'il faudrait encore pour que les choses bougent. André ? Alors les chiffres, pourtant c'est mon métier, hein, donc j'en ai plein dans la tête, mais c'est pas forcément ce qui me vient là par rapport à ta question. Par contre, je peux donner un élément. Donc, je peux rajouter le fait que je travaille dans le secteur du nucléaire. Et alors, ça ne fait pas de moi un expert de tous les aspects du nucléaire, évidemment. Mais une des choses qui m'a marqué récemment et qui fait partie des sujets qui m'alertent beaucoup et qui m'alertent beaucoup aussi sur le fait est-ce que le monde de l'écologie est bien conscient de tous les aspects qui doivent être pris en compte par un État. C'est un webinaire organisé par l'IRIS et qui parlait justement de la perspective des small modular reactors. C'était vraiment intéressant parce que à ce webinaire, on va dire d'un certain niveau, il y avait notamment des représentants de tout ce qui est normes autour du nucléaire et qui sont des normes qui sont prises très au sérieux. C'est d'ailleurs une des choses qui fait que je peux dire que si je travaille du nucléaire, je travaille du côté de la sûreté du nucléaire et pas forcément de sa promotion, mais simplement de garantir dans nos pays une certaine sécurité autour de ces technologies. Et donc ils expliquaient, c'est pas idiot, notre État n'est quand même pas complètement irresponsable, c'est que, et même au niveau de l'Europe, si on s'engage dans ces small reactors, il faut adapter toute la régulation et tout le contrôle à l'échelle européenne, et voilà. Donc pendant plusieurs heures, ils ont discuté de tout ce que ça représentait en termes de matière grise et d'écriture de normes et de compromis sur tous les États et à l'échelle de l'Europe, etc. Et puis il y avait toute une réflexion sur ce qu'on va peut-être dire la géopolitique, la géostratégie, et c'est là où moi j'entre au niveau des affects dans quelque chose qui est entre l'écœurement et la rage, parce que pour moi, dans la mesure cette facette de la pensée européenne, française et européenne est un tabou au niveau du politique, je pense, au niveau de ce qui est échangé avec le citoyen. Parce que c'est du domaine de la guerre en fait, hein, puis c'est du domaine de l'économie cachée, l'économie sombre. Et donc ils exprimaient que il y avait évidemment l'enjeu de la Russie et ils ont parlé du pôle Nord, de l'ouverture des voies maritimes du fait de la fonte de la calotte, des perspectives d'extractivisme et de comment on était forcément embarqué dans cette vague, cet élan qui est en fait l'élan du capitalisme, et que finalement tout ce champ d'argumentaire auquel on est parfois confronté au quotidien, du fait que finalement les écolos c'est des gentils bisounours mais ils ne se rendent pas compte des enjeux beaucoup plus puissants qu'il y aurait derrière, et que si la France faisait d'autres choix, elle se ferait complètement bouffer par le reste du monde.
Eh ben, j'en ai un peu ras-le-bol que ces questions-là soient celles qui gouvernent notre pensée collective, c'est-à-dire celle de la peur d'une catastrophe, d'une guerre ou d'une autre, en fait, parce que ce sont des peurs qui sont réelles, qui sont certainement basées sur des dangers et des menaces réelles, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour parler aussi d'une autre menace qui est réelle, et ce fameux ras-le-bol, c'est le fait que le citoyen est conditionné à répondre au nationalisme. On est français, enfin moi je suis pas français, je suis belge, et donc on devrait dès la petite enfance se construire cette identité de français face aux autres pays, alors que pour moi l'éveil écologique il est international, et ce que les sciences du climat et de l'écologie apportent, c'est tout ce fondement qu'on est tous ensemble sur la même planète. Moi, c'est un des cœurs de réflexion, c'est comment peut-être faire diffuser ces arguments qui sont ceux du chiffre, du système Terre, vers les questions de société, et peut-être du coup, faut être honnête, peut-être désamorcer la façon dont nos adversaires politiques, ou peut-être aux élèves, ont une emprise sur l'ensemble de la population, on va dire. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui prend du temps à être construit dans un cerveau d'un scientifique, d'une scientifique, dépendant de quelle est sa discipline de départ. Pour moi, il y avait un peu cette dictature du chiffre. Je suis rentré par vraiment étudier combien on consomme, combien on extrait, combien on pollue, etc., etc. Et je me disais, si on comprend bien ça, ça va se régler. Il suffit que je fasse le bon rapport ou le bon article et puis tout va se régler. Et évidemment, quand on se rend compte de la très bonne résilience de notre système économique, au fait, même après le Covid, il est tellement résilient ce système dans le mauvais sens qu'on retourne à nos mauvaises habitudes. Il y a cette expression, toutes les crises nous aident à cristalliser le statu quo ou faire perdurer le statu quo, quoi, au final. Que ça soit la fonte du pôle Nord, que ça soit le Covid, au fait, c'était que des moyens pour perdurer, structurer, cristalliser le système existant, quoi. Et bon, c'est ma naïveté, et je pense que peut-être, je sais pas si vous avez eu la même naïveté, que au final, tous ces chiffres ne sont que, au final, nous accompagnent, mais ne servent à rien si on ne prend pas la question des inégalités et de la crise sociale également, et de la crise politique qui se cache derrière tout ça. Vous notez, par exemple, dans le livre, vous mentionnez le rapport de Olivier de Scutter, par exemple, sur la question que la croissance ne va pas résoudre les problèmes des inégalités, et que les inégalités se sentent de plein fouet dans la majorité de la planète. Quasi la moitié du monde et aujourd'hui vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique, quoi. Je ne sais pas quel est votre rapport par rapport aux chiffres, par rapport au comment instrumentaliser ou politiser ces chiffres au final, quoi. Notre habitus de scientifique, c'est de construire cette espèce de consensus scientifique, c'est-à-dire de partir du principe que nos collègues sont aussi des gens de bonne foi, que s'ils disent quelque chose de différent de nous, c'est sans doute qu'ils ont observé des faits différents, etc. Donc de construire il y a ce dialogue perpétuel par le biais des revues scientifiques, il y a cette procédure de construction d'une vérité partagée. Et puis ça finit par donner des ouvrages de vulgarisation qui se destinent à un public cultivé un peu plus général. Ça finit par donner des rapports, des auditions devant des commissions d'enquête parlementaires, des enquêtes publiques, des résumés aux décideurs, dans le jargon du GIEC, des résumés destinés aux décideurs politiques et économiques. Ça finit par donner ensuite des articles dans la presse générale. Voilà. Et donc on a l'habitude de ce circuit, de ce long circuit qui percole bien à travers tous les étages. Et on a l'habitude aussi de considérer que il suffit de produire les faits, c'est ce que tu disais, il suffit de produire les faits, une explication claire, et ensuite on le met dans la main, ça finit par atterrir dans la main des décideurs politiques et économiques, ouais. Et là ils vont comprendre les faits, et comme c'est des gens raisonnables comme nous, ils vont agir en fonction des faits. Voilà. Il y a des limites à ce système, c'est ce qui a conduit à la création de Scientifiques en Rébellion. C'est le fait c'est un sentiment d'exaspération face au fait que
tout ce qui arrive au bout de toute cette belle chaîne finit sur le bureau de décideurs qui les mettent dans des tiroirs. Voilà. Donc il y a cet aspect des choses qui est la production d'informations. En fait, comme le disait Naomi Oreskes, une chercheuse, une historienne des sciences américaines, qui a parlé il y a 2 semaines dans un colloque organisé par Labo 1.5. Elle disait, on est parti du principe dans la communauté scientifique qu'on pouvait se reposer sur 3 postulats. La première, c'est que les gens comprenaient ce qu'on leur disait. Le deuxième, c'est que les gens avaient envie d'entendre ce qu'on leur disait, et le troisième, c'est que les gens allaient agir en fonction de ce qu'on leur disait. Voilà. Et en fait, les 3 se révèlent faux. Du moins, on peut pas compter dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui motive un peu le décadrage qu'on opère dans notre mouvement. Par rapport aux chiffres eux-mêmes, donc tu posais la question aussi sur est-ce qu'on a des chiffres, est-ce que c'est bien de produire des chiffres. Il y a une magie des chiffres dont on finit par se méfier un peu, parce que l'argument, c'est les chiffres qui le disent. Bah oui, on a envie de l'utiliser, on l'utilise, mais en fait ça a été aussi utilisé par des tas de gens, ça a été utilisé par les auteurs de The Bell Curve pour expliquer que les noirs étaient moins intelligents que les blancs. C'est les chiffres qui le disent, hein. On a fait passer des tests de QI, voilà. Donc il y a des tas de gens qui ont à travers l'histoire utilisé cet argument, c'est les chiffres qui le disent. Donc les chiffres D'ailleurs, Naomi Oreskes, on a beaucoup parlé sur les industries du tabac, les fabricants de doute, hein, son ouvrage sur les fabricants de doute. Donc en fait les chiffres ne se dispensent pas d'une contextualisation et d'une interprétation. Donc et puis donc ça veut pas dire que les études précises et objectives et objectivantes ne sont pas nécessaires, hein. Juste effectivement au bout passer un certain seuil. Et là, je le dis pas moi-même, parce que moi, je suis pas dans ce domaine-là. Je suis pas dans le domaine de la modélisation du climat. Je suis informaticien, mais dans le domaine de la modélisation des langues, ce qui n'a rien à voir. Mais je cite une collègue qui nous a fait part de son expérience de Scientifiques en Rébellion lors de notre dernière assemblée à Grenoble, qui est dans la modélisation du climat et qui disait, finalement, il y a la mécanique de la poursuite de l'amélioration de la science qui continue sa petite mécanique propre. Et on va vers des modélisations de plus en plus poussées, avec des granularités de plus en plus fines. Et on publie des articles géniaux sur le fait qu'on a fait des modèles encore plus fins, etc. C'est bien. On va mettre des systèmes qui consomment énormément d'énergie, de l'IA, des modèles gigantesques avec des paramètres, des nombres de paramètres absolument gigantesques pour modéliser le climat. On aura une modélisation plus fine. Mais au fond, le fait que le cœur du problème, le fait que le climat se dégrade, que on est au milieu de la 6e extinction de masse, qu'il n'y a pas de croissance infinie sans horizon d'effondrement des sociétés. Ça, on le sait, c'est pas en changeant la granularité du modèle qu'on va changer le diagnostic. Le diagnostic, il est déjà là. Voilà. Donc c'est aussi la limite de l'exercice. Je pense que là, c'est aussi une apologie des sciences dures. Il y a une certaine naïveté. On se dit, il suffit et puis ça ira. Alors que dans les sciences sociales, je pense que beaucoup de personnes sont très bien au courant des rapports de force. Pour moi, les rapports de force sont venus que tardivement dans ma pensée et dans ma construction de savoir qui manipule une connaissance, comment on manipule on a parlé tout à l'heure de Naomi Oreskes, mais dans plein d'autres cas. Et dans le GIEC, c'était donner des informations aux décideurs, mais jamais donner de la prescription, quoi. C'est jamais, c'est donner tout ce qu'on peut de mieux en mieux, comme si le 6e rapport, au final, donnait d'autres conclusions que le premier. Si on commence à parler de la sobriété, si on commence à parler des inégalités, etc., mais au final, cette schizophrénie s'installe de plus en plus, quoi. On détaille de plus en plus pour savoir que notre objet d'étude s'efface de plus en plus devant nos yeux, quoi. Bah oui. Et puis surtout, en fait, je pense que c'est vraiment éluder une énorme partie de la communication humaine, qui est la question des affects. Et c'est pour ça que ce livre parle de sortie de neutralité, en gros, mais c'est pas une sortie de neutralité naïve, c'est le fait que de communiquer un chiffre sans l'affect, c'est réduire notre message d'être humain aux autres êtres humains à quelque chose qui n'a presque plus de sens. Et donc effectivement, ce fameux 1,5 degré, il est probablement très mal choisi, en fait, en termes de communication, parce que 1,5 degré, on sait très bien que pour les gens, ça représente rien de grave. Dans Scientifiques en Rébellion, qui naît aussi dans le constat de l'échec
du GIEC aux décideurs. Donc c'est quand même aussi un autre choix que d'essayer d'influencer les décideurs. C'est de se rendre compte que tout ce travail que tu présentes ne marche pas pour amener la transformation de la société qui est nécessaire. Or, qu'est-ce qui est transformatif en soi? C'est l'émotion. C'est transformateur. C'est d'autres canaux. C'est des canaux qui représentent une certaine forme de douleur. Il faut le reconnaître. C'est transformatif. On a parlé juste avant du deuil, de la colère, du conflit. C'est transformatif à une autre vitesse que la pensée. Moi, j'ai écouté un tout petit peu tes podcasts. Je pense que je l'écouterai plus à l'avenir. Et puis, j'ai une partie de ma famille qui est très intellectuelle, donc j'adore et je peux passer effectivement des heures à essayer de faire passer une idée à quelqu'un d'autre qui est lui-même positionné dans le monde des idées. Ça prend du temps. L'émotion, c'est plus radical, ça marche pas systématiquement, on le sait bien, c'est tout un autre canal d'action. Et je dis que on en est, Scientifiques en rébellion, on en est conscient, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il faut qu'on amène nos affects et que ça transforme complètement la posture de scientifique, c'est-à-dire effectivement, on n'est plus les scientifiques neutres que l'État et la société attendaient de nous en tant que petit instrument du système. On entre dans autre chose, dans le scientifique qui veut de la transformation radicale, étant donné l'urgence. Voilà. Et après, c'est pour ça que j'ai amené mon livre. Hein. D'accord, c'est le livre de Starhawk. Moi, je ne fais que m'improviser avec ma sincérité sur ces aspects-là. Par contre, on est conscient à Scientifiques en rébellion que, de façon générale, les scientifiques savent qu'il faut commencer par ne pas chercher à réinventer la roue. Donc, et du coup, chez qui on peut aller se former en quelque sorte, s'enrichir, s'inspirer en termes de transformation de la société par les affects, eh ben ça va être des mouvements militants. Et donc ici, c'est éventuellement ces écoféministes qui sont dans une autre expérience de la transformation de la société. Et du coup, mon conseil, en tout cas, ce qui me guide, moi, parce que dans ces aspects de transformation par l'émotion, il faut quand même avoir une espèce de guide, c'est la sincérité, on va dire. Certaine transparence des valeurs. Et donc, c'est un peu sur ce fil-là que nous, on essaye du coup de changer, de faire un virage. On n'est plus dans le gentil garçon qui respecte, ou la gentille fille qui respecte la loi à la lettre, mais dans celui qui, conscient de la menace, conscient de certaines capacités intellectuelles qu'il mettra au service du collectif, on va dire, va se laisser guider autrement dans des choses bouleversantes et transformatives. Et je voulais ajouter sur ce sujet que il y a deux aspects à cette sortie de la neutralité. Il y a l'aspect effectivement des affects, puisque c'est une exaspération, une angoisse face à la réalité que nous découvrons et qui est la réalité du monde que nous allons laisser à nos enfants. Mais il faudrait pas non plus que les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi et que c'est juste les scientifiques en rébellion, c'est juste des scientifiques qui se laissent emporter par leurs émotions. Nous sommes des gens qui avons les émotions, parce qu'en fait tout le monde en a. Et nous avons réfléchi sur ce que ça signifiait et sur le fait que cette prétendue neutralité qui nous imposait de ne pas exprimer des émotions, d'exprimer froidement des faits, était à la fois factice, puisqu'on est des êtres humains, donc il n'y a pas de raison qu'on décrive que 60% des insectes ont disparu et qu'on ne ressente rien, ce serait absurde. Et en plus, au niveau de notre rôle dans la société, déplorable. Puisqu'en fait, on est engagé dans la société pour faire partager le savoir, pour déployer le savoir comme bien commun et la déployer pour le bien de l'humanité. En fait, être neutre, ça veut dire concrètement laisser le champ libre au statu quo. Ça veut dire ne pas alerter les gens qui pourraient faire changer la société,
sur ce que nous voyons émerger. Donc être neutre, si c'est juste être un universitaire français et puis inscrire mes demandes de financement dans le cadre des axes définis par le gouvernement dans Horizon 2030, c'est pas de la neutralité. C'est pas de la neutralité aujourd'hui quand on comprend l'évolution du système Terre de travailler pour la voiture à hydrogène. C'est juste idiot. Enfin, j'ai rien contre l'hydrogène, mais voilà. Donc il y a ce tabou de la neutralité qu'on se sent obligé de faire sauter. Parce que c'est la continuité de notre mission en fait, de notre mission de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de rouages de la société qui déploie le savoir comme bien commun. Et puis quand on sort de cette neutralité et qu'on commence à parler dans des endroits où on n'est pas invité, qui sont pas nos lieux habituels de parole, on nous pose systématiquement la question mais est-ce que vous avez pas d'abord essayé autre chose avant ? Est-ce que vous avez essayé le paracétamol, par exemple? Donc, je vous arrête. J'ai essayé de débrancher et de rebrancher mon ordinateur. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une réflexion que j'ai entendue qui était pas mal intentionnée de la part de la juge qui a jugé l'affaire des scientifiques en rébellion qui sont passés en jugement pour l'affaire de l'intrusion dans le Muséum d'histoire naturelle. Mais avant de faire des choses qui sont en dehors des règlements, est-ce que vous n'avez pas essayé d'autres choses, d'écrire aux journaux, d'écrire aux députés, etc. Donc la réponse, on la lui a donnée. Ça fait des décennies que les scientifiques essayent d'autres choses. Ça fait, c'est pas juste lors du dernier rapport du GIEC. C'est l'appel des 2200 scientifiques à 3 milliards de terriens, c'est 1971. Le rapport sur les limites de la croissance, c'est 1972. Et même bien avant, Jean-Baptiste Fressos, Christophe Bonneuil disaient qu'on a 3 siècles d'écologisme. La connaissance des mécanismes, c'est pas, on peut pas faire semblant qu'on la découvre maintenant. Voilà. Le livre de Hans Jonas, Le principe responsabilité, qui pose le principe éthique fondamental de ne pas mettre en péril la possibilité future de l'existence ou de l'essence de l'humanité, c'est de 79. Le premier rapport du GIEC date de 90. Donc tout ça, c'est fait. Et puis écrire aux députés, manifester pacifiquement, aller aux marches climat, fonder Labo 1.5, alerter les collègues. Oui, bien sûr, tout ça on l'a fait. Donc voilà, c'est aussi l'un des facteurs déclencheurs de cette sortie d'une prétendue neutralité qui, selon nous, est fictive. Est une illusion, mais qui est un reproche facile qu'on peut nous faire si on veut nous accuser de nous mêler de choses qui ne nous regardent pas. Il y a plusieurs points là, plusieurs astérisques qu'on pourrait rajouter dans tout ça. C'est vrai que il y a des fois on dit ces chiffres sans affect. Je me souviens avoir interviewé une glaciologue, Heidi Sylvestre, et je lui disais oui, je lisais alors dans les études, l'eau montera peut-être de quelques dizaines de mètres d'ici quelques années. Et elle me dit, tu dis ça mais de manière complètement naturelle. Enfin, je pense que je voyais pas du tout les conséquences de ce que je disais en disant ça. Et elle, dans son cerveau, elle avait déjà fait elle s'était projetée en tout cas ce que ça voulait dire. Et c'est vrai que on se prend nous-mêmes dans le piège de dire des choses sans savoir exactement ce que changer les modes de vie et ce que ça amène aux personnes. Dans cette question de communication et de transformation, évidemment, même le public se dit, un scientifique qui dit c'est fait et qui ne fait rien, est-ce que je peux finalement me sentir à l'aise ou faire confiance à cette personne, quoi. Donc, petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Exactement. Mais tu dis le mot en fait, tu dis le mot, c'est la question de la confiance, qui est en lien avec la réputation et qui est en lien du coup avec quelque chose que de notre côté on va utiliser, qui est la fameuse blouse blanche et l'étiquette de scientifique. Mais j'insiste sur le fait que nous, on essaye d'être dans une démarche sincère, c'est-à-dire qu'on ait une transparence sur les valeurs, et c'est ce que je reprends un peu mes derniers mots, parce que sérieusement, je pense que là, il faut que dans notre société, il y ait une introspection sur la question de la com, de la pub, et que les gens acceptent à un moment donné un électrochoc, j'ai envie d'être un petit peu brutale, mais sur ce qui motive leur pulsion.
Sur ce qui est justement de l'ordre de la pulsion ou ce qui est peut-être de la raison, ça c'est peut-être des choses qui vont parler à tes auditeurs, on va dire, hein, mais il est largement temps de se rendre compte que on endort notre confiance avec de la com derrière laquelle il y a une matière grise colossale, des moyens qui sont colossaux, et que à ce niveau-là, il faut un peu pointer certains responsables du blocage global, on va dire, vis-à-vis de nos décideurs. Vis-à-vis de gens qui ont certains pouvoirs, moi je trouve qu'il y a un sérieux manque de posture modeste et d'aveu d'échec. Et ils nous plombent, collectivement ils nous plombent. J'ai envie de parler cru, mais à faire les beaux gosses qui réussissent en permanence, alors que à côté de ça, le bilan de notre société, il est désastreux. Et ça, je pense que c'est un peu les décideurs à tous les niveaux. C'est de changer de posture et d'accepter qu'il y a eu des erreurs, et qu'il y a des responsables à tout niveau, voilà. Et peut-être amener cette mécanique de l'aveu. Peut-être on peut trouver des tas de rituels. Je pense que justement Starhawk, elle travaille beaucoup sur la question des rituels collectifs pour arriver à intégrer l'information. Parce qu'on n'aura pas de changement de comportement tant que l'information reste comme ça dans le domaine du chiffre. Il faut arriver à l'intégrer sur l'ensemble de notre intelligence, qui est rationnelle, mais qui est aussi émotionnelle. Justement, on parle de l'écologie punitive et des gens il y a certaines personnes qui se rendent malades à s'imposer des petits sacrifices de partout parce qu'il y a ce décalage au niveau de la pensée plus ou moins collective qui est d'arriver à intégrer l'erreur, peut-être demander pardon. Oui, et les coupables, hein, enfin. Pardon ? Et les coupables aussi, hein. Il y a l'erreur. C'est un travail de justice, oui, on parle de justice. Hein. Voilà. On parle de justice, il y a une justice interne à notre société, il y a une justice vis-à-vis des autres pays de la planète, il y a une justice vis-à-vis des futures générations à travailler. Le vivant, plein de choses. Ouais. Alors, certainement, moi je ne vais pas répondre à tout. Par rapport à ta question, je lance cette piste qui me tient à cœur. Et vous avez tous les deux évoqué le marché de l'information, en fait. Je sais plus si vous l'avez fait en ces termes, mais tu as parlé de l'extrême droite, tu as parlé de la surinformation. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a notre voix à apporter, parce qu'on défend une certaine manière de construire la connaissance. Et on est en concurrence sur un marché de l'information avec des gens avec qui on se bat pas à armes égales, parce qu'on n'a pas la même... on n'a pas la même monnaie de valorisation de l'information. On joue pas avec les mêmes règles du jeu. Quand tu as certaines émissions de télé ou de radio dont le but est de provoquer du clash qui va faire de l'audience, la monnaie entre guillemets symbolique du succès de ce type d'échange d'informations, c'est le clash. C'est les gens qui s'engueulent. Quand tu diffuse des informations sur Facebook, la monnaie symbolique, c'est le nombre de clics. Quand tu es un politicien d'extrême droite et que tu veux capter le mal-être diffus des gens, ta monnaie symbolique, c'est de dire des choses que les gens ont envie d'entendre. Et donc on joue pas à armes égales, nous scientifiques, sur ce marché de l'information, parce que nous, notre monnaie symbolique de l'information, c'est d'être d'accord avec nos collègues. C'est quand même c'est ce qui nous empêche pas d'avoir des émotions, mais à la base, on est content quand on a réussi à dialoguer entre honnêtes hommes, entre honnêtes gens, pour construire une vérité collective. Et on a envie de la partager. Voilà. Et donc on sait pas très bien jouer. C'est peut-être ce qui motive aussi à Scientifiques en Rébellion notre désir de sortir des labos, c'est d'affirmer ce qui ancre notre éthique de la recherche de la vérité. Ouais. Et ça, c'est en effet un bras de fer complètement illégal entre les journalistes qui n'ont pas forcément l'obligation d'être neutres. Enfin, ils le disent, mais nous, on se casse la tête d'être neutre, d'être à la virgule près, à machin truc. Nos collègues vont nous critiquer, alors qu'ils ont toute liberté de dire des choses sans source, enfin, voilà. Donc, je pense qu'on doit réaliser quel combat on est en train de mener, de s'affirmer autant qu'on peut, tout en restant honnête,
transparent. Mais voilà, on est en train de mener une guerre ou une bataille en tout cas. Très brièvement, sans compter que l'éthique de la neutralité dans certains supports journalistiques, c'est d'inviter à la fois un climato-sceptique et un scientifique. Exactement. Voilà. Donc là, j'aimerais, pour clôturer cette page ou ce chapitre de la neutralité, peut-être mentionner les 2 études que vous mentionnez également ici, celle du comité d'éthique du CNRS et celle de l'Université de Lausanne. Parce que je pense que, voilà, on n'est pas les premières personnes à être préoccupées de l'engagement, de l'activisme, etc. L'engagement est peut-être mentionné péjorativement, ou en tout cas c'est vu de manière péjorative de temps en temps. On parle de transparence ou d'objectivité des fois. Voilà, j'aimerais peut-être quand même qu'on souligne que ces réflexions existent au niveau institutionnel, au niveau national ou au niveau d'une université, et que bon, ça donne un peu raison à ce que vous dites, non? Oui, et puis on a certainement des alliés jusqu'à un certain point dans les institutions, dans les organes de pouvoir. Enfin, je veux dire, c'est quand même à ce niveau-là un constat minimum. Et donc, je pense que ces alliés-là et d'autres qui s'expriment pas sont certainement aussi très affectés. Et je pense que dans les membres du GIEC, il y en a aussi qui sont très très affectés du constat et de l'aggravation de la perception, l'aggravation dans la perception qu'ils ont de ce qui est occupé à se passer. Et donc, ils essayent de leur point de vue, de leur position, d'infléchir l'ensemble de notre société dans cette direction de la prise de conscience de la gravité et de la prise des mesures en conséquence. Et ça, c'est aussi un appel que je fais du coup à tous vos éditeurs, et je vais le compléter sur ce qu'est Scientifique en rébellion. C'est que il y a une image sur le site de Scientist Rebellion sur ce que c'est que l'activisme et la désobéissance civile non violente. C'est l'image d'un iceberg, en gros, en disant, et j'aime bien cette image d'iceberg parce qu'effectivement, il y a ce qui émerge et qui est donc la partie visible, et donc effectivement dans notre collectif, qui est né de l'impulsion d'un certain nombre d'entre nous qui ont vraiment mis beaucoup d'énergie personnelle et sont pris beaucoup de risques dans des actions très impactantes, enfin des choses plus compliquées, aller se coller la main sur une voiture dans un salon automobile, ou aller faire intrusion sur des pistes d'aéroport. Donc c'est très engageant, mais il y a la partie immergée de l'iceberg et qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que on n'est pas des suicidaires à s'engager dans des choses dangereuses sans sentir derrière un collectif qui a d'autres rôles. Et moi, j'aime énormément tout ça parce que ça permet de s'engager en fonction de qui on est. Et si on est plus à l'aise à justement produire du contenu pour les réseaux sociaux, ou si on est plus à l'aise, on se sent mieux à travailler sur la question des tribunes, ou si on est plus à l'aise à faire le café, si on veut faire le café, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, il y a la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que, si je m'adresse à vos lecteurs qui seraient un peu tentés, on a aussi besoin de beaucoup de gens qui sont alignés sur nos valeurs, que j'espère ils entendront dans ce podcast, et qui aussi préféreraient une position plus discrète et plus calme, puisque je sais que les scientifiques ont besoin souvent de rester quand même dans le calme. C'est en fonction de la formation, on n'a pas le cerveau capable de rentrer dans les émotions bouleversantes de la même façon. Et dans ce cas, ils seront tout à fait les bienvenus, et ce sera probablement nourrissant pour eux de se sentir dans l'action en fonction de ce qu'ils se sentent capables de faire. Et c'est transformatif sur une autre échelle de temps. Voilà. Donc on a parlé du collectif Scientifique en rébellion. Peut-être qu'on peut revenir un peu à sa naissance en 2020, début 2020. Pourquoi ce collectif ? Parce que, bon, pour rappel, il existe l'équivalent anglophone ou international, Scientist Rebellion, et ça sonne quand même très proche de Extinction Rebellion. Il y a plein d'autres collectifs également. Tout à l'heure, on s'est posé la question, tiens, quelle est la différence ? Qu'est-ce que ça amène ? Pourquoi, à un moment, plusieurs scientifiques se sont mis ensemble et se sont dit, on a besoin d'un collectif pour agir ensemble ? Donc en 2020, suite aux
déconfinement et au constat que face au constat scientifique, le gouvernement ne prenait pas des mesures à la hauteur de ce qui était de l'urgence, hein, en ne prenant pas en compte les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, entre autres. Il y a 2000 scientifiques qui ont publié cette tribune pour dire que il fallait la rébellion devenait nécessaire parce qu'on pouvait plus se contenter d'alerter en restant enfermé dans ses labos et dans ses salles de classe. Donc il y a cette idée que si les échelons décideurs de la société ne continuent à recevoir l'information d'un côté et de l'autre côté, quand il s'adresse au public, de ne pas en parler à la hauteur de l'urgence, en minimisant soit la gravité des faits, soit en maximisant la manière dont ils les prennent en compte, soit, alors bon, ça c'est un exemple plus récent, mais c'est encore pire, c'est Emmanuel Macron qui dit après l'été 2023 qui aurait pu prédire la crise climatique. Donc il y a eu plusieurs cœurs qui ont sombré à cette phrase-là, on était tous ouais. Donc il y a une accumulation effectivement de sentiments d'impuissance qui a conduit à ce désir de se décadrer, de sortir du cadre d'action habituel, du cadre de parole pour entrer dans un cadre d'action. Donc ça a donné naissance en France au collectif Scientifiques en Rébellion. C'est pas à l'origine un mouvement international qui a créé des antennes dans le monde entier, c'est des scientifiques concernés qui ont créé des mouvements et qui ont été un peu fédérés a posteriori, puisque Scientifiques en Rébellion existe avant Scientists Rebellion, mais qui ont été fédérés par Scientists Rebellion qui essaye de coordonner ces différents groupes nationaux et de les synchroniser sur des campagnes d'action. Mais je peux peut-être rajouter, c'est que, parce que tu parles d'Extinction Rebellion, il y a au départ dans Scientists Rebellion, et il y a toujours d'ailleurs dans Scientists Rebellion, l'idée que on peut amener des transformations dans la société, en tout cas on peut diffuser des messages par la viralité sur Internet. Et c'est on va dire une théorie, dans le sens où je pense c'est impossible qu'on ait aujourd'hui le recul pour réellement étudier les tenants et les aboutissants, mais ça a quelque chose de tentant, je pense, et c'est pas que les scientifiques qui ont été tentés, parce que ça a aussi quelque chose d'exutoire. Après, dans Scientifiques en Rébellion, moi, j'y trouve un cadre, un groupe où je peux épanouir mon besoin de discussion dans les mini-détails, parce que ça, je trouve pas ça partout. Donc c'est quelque chose qu'on partage, c'est le respect de l'esprit scientifique de l'autre. Et donc, et ça, c'est quand même très très riche pour s'informer des autres niveaux, tous les pôles d'expertise, on va dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait un constat qui est présent dans le livre et qui mène une réaction, qui est le fait de vouloir se tourner beaucoup plus vers les sciences humaines. Parce qu'effectivement, on a au départ, quand on est dans les sciences dures, une espèce d'autocensure sur toutes les thématiques de sciences humaines. On se sent pas expert, on se sent peut-être pas, on n'est peut-être pas suffisamment informé de tout ce qui se passe. Et on ne l'est pas. Et on ne l'est pas, voilà. Oui, on se forme, mais je veux dire, voilà. De départ, ouais. Mais quand on a la possibilité, en tant que sciences dures, on va dire en tant que scientifique sciences dures, d'avoir en face de nous un scientifique sciences humaines, ça va pouvoir ouvrir une sphère d'échange, de dialogue, de compréhension, qui est parfois intenable pour d'autres personnes, parce qu'on découpe les cheveux en quatre, parfois, c'est vrai. Voilà. Donc ça, j'en ai besoin, et je le trouve dans Scientifiques en Rébellion. Mais après, il y a aussi un grand nombre d'entre nous qui sont engagés dans d'autres formes d'action. Et pour te dire, effectivement, diamétralement opposé, on pourrait dire du côté la diffusion virale de vidéos sur les réseaux sociaux. On a chez nous le Scientifiques en Rébellion qui est un groupe vraiment important, c'est-à-dire on est vraiment nombreux par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, à part que l'Angleterre, l'Allemagne, ils ont aussi des grands groupes. C'est le désir d'être sur les luttes locales et d'amener un dialogue vraiment avec les gens en présentiel sur ces thématiques-là, et souvent de reconnaître qu'ils sont très compétents sur leur lutte. Ça c'est pour nous, c'est
c'est absolument magique de se rendre compte et d'accepter justement ces petites bousculades de posture quand ils viennent nous demander est-ce que vous pouvez nous aider sur l'écriture de notre revendication, et que là on dit bon bah écoutez c'est très bien c'est très bien, allez-y, il y a pas on n'a pas à redire, on peut peut-être essayer de vous rajouter de la biblio de je sais pas quoi, mais les gens, il y a énormément de luttes locales où les gens s'informent très sérieusement et ils sont tout à fait ajustés sur la problématique. Donc, dans ce cas, ce qu'on peut leur apporter, c'est un élément de caution, mais on n'est pas forcément complètement à l'aise avec ça parce que c'est accepter quelque chose qu'on aimerait aussi déconstruire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce pouvoir du scientifique qui légitime au fait quelque chose un peu paternalisant comme ça, condescendant, quoi. Ouais. Alors c'est pas du tout notre objectif, mais c'est un constat réaliste sur comment arriver à transformer. Tu veux réagir Oui, nous on est là pour dire quand il y a des luttes, on est là pour dire pour contrer l'argument, mais ce que vous dites c'est n'importe quoi. Voilà, donc là on est là pour dire, c'est là qu'on veut bien assumer notre rôle de scientifique. C'est dire non, ils ont raison. non, c'est vrai. Si on fait une autoroute là, ça va massacrer ça va tuer des milliers d'espèces et ça sert à rien. Donc désolé, non, ne leur dites pas, mais vous ne comprenez rien à la science et au progrès. Non, ils ont raison. Ouais. Les méga-bassines, on a fait tout un ensemble de choses. La 69, les méga-bassines dernièrement à Grenoble avec Schneider. Donc là, c'est un peu dans on s'inscrit dans l'un de nos rôles qui est d'alerter. Et là, on accepte un peu de jouer un peu avec les armes de l'adversaire. C'est-à-dire, on n'est pas des spécialistes de Facebook normalement quand on est universitaire ou d'Instagram, mais on sait que on vit dans un monde de l'attention et que il faut quand même attirer l'attention des gens si on veut faire passer un message. Donc on accepte un peu de jouer avec ces codes-là. Donc voilà, on fait je pense pas qu'il y ait de honte à ça. La manifestation, on essaie de jouer sur de l'émotion, de l'artistique. Quand on a organisé une manifestation contre les pesticides, Printemps silencieux au Jardin des Plantes au printemps dernier, printemps 2023, il y avait de la danse, il y avait une mise en scène, et le but c'est aussi de créer quelque chose de beau et quelque chose d'émouvant. Parce que ça fait partie des codes de la communication. Et si on nous reproche d'aller nous mettre devant les caméras, c'est précisément c'est le but. Si c'était pour rester tranquille dans son bureau à écrire un article, on le faisait déjà. Donc là, le but, c'est effectivement c'est attirer l'attention. Donc oui, une partie de la mise en scène, c'est d'aller se mettre là où il se passe quelque chose, là où il y aura des caméras, devant une AG de Total ou de la BNP, voilà, pour dire non, nous on est là pour dire non, c'est pas vrai qu'on peut continuer à déployer des projets, de nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile, en prétendant en même temps être un champion des énergies vertes. C'est pas vrai. On va en revenir sur ce point-ci parce que c'est en effet, à un moment, on va devoir trancher, ou l'État doit trancher, est-ce que vous êtes pour ou contre les scientifiques? Tu as parlé d'un des objectifs qui est alerter les consensus scientifiques. Vous en avez listé 4. Je mentionne les autres. Dénoncer les manipulations et contradictions entre idéologie de la croissance infinie et la possibilité d'un monde vivable. Instaurer un rapport de force pour avoir des décisions à la hauteur des enjeux. Et finalement, réorienter la recherche et l'éducation. Alors, la dénonciation des impostures, on estime qu'on a affaire à un discours inversé. Il y a eu une vidéo de dénonciation de scientifiques en rébellion, dont l'auteur disait « ils se prétendent des scientifiques qui veulent exposer la vérité, alors qu'en réalité, ils sont mus, ils ont une idéologie, ils sont mus par une idéologie de la décroissance. » Alors ça il faudrait vraiment que les gens prennent le temps de se poser et de réfléchir à ce que ça veut dire. L'idéologie, parler de nous accuser, nous, et les autres mouvements qui alertent sur l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini, d'être des idéologues, parler d'idéologie de la décroissance, ça a strictement autant de sens que de parler d'idéologie de l'inexistence du Père Noël. C'est absolument incroyable que ce soit ces gens-là qui nous fassent le reproche
d'être des idéologues. C'est-à-dire d'un côté, il y a le système actuel qui ne réfléchit pas au-delà de la prochaine année comptable et qui pense qu'il faut augmenter les bénéfices des entreprises et donc lancer de nouveaux produits sur le marché, sans réfléchir au futur. Et puis il y a quelques hurluberlus qui s'imaginent que le progrès technique va résoudre toutes les difficultés et que on pourra remplacer, s'il y a des problèmes de pollution, on remplacera toutes les voitures thermiques par des voitures électriques ou sachant qu'il n'y a même pas assez de lithium sur Terre pour remplacer le parc actuel existant, pour fabriquer assez de batteries. Donc ça, c'est d'un côté les arguments zéro. De l'autre côté, des arguments logiques, mathématiques, des démonstrations. La démonstration de l'impossibilité de la croissance et de l'inéluctabilité d'un effondrement, elle a été faite par la modélisation en 72. Donc c'était à l'époque surtout de la modélisation, et depuis elle est faite expérimentalement parce que toutes les prédictions du rapport Meadows se confirment d'année en année. Donc d'un côté, il y a des évidences à la fois logiques, mathématiques, physiques, des démonstrations, des modélisations, tout qui concourt à montrer qu'on ne peut pas, sur une planète finie, extraire indéfiniment des matières, des ressources qui, elles, sont finies, et les transformer en déchets et les balancer dans l'atmosphère et dans les océans et sur les continents. Voilà. Et de l'autre côté, des gens qui disent non mais c'est une idéologie, ces gens-là veulent nous ramener à la bougie. Voilà. Donc ça c'est un truc très très important. C'est vraiment fondamental. C'est sur l'inversion du discours qui me paraît complètement insensé, sur le fait qu'on doive se justifier aujourd'hui de dire des choses complètement évidentes. Depuis les années 70-80, en fait, quelle est l'autoroute sur laquelle se trouvent les chercheurs dans la simulation numérique? C'est celui de l'augmentation des puissances de calcul. Alors, c'est super excitant, parce qu'il faut commencer à travailler là-dedans par la parallélisation, blabla. Et donc on fait des calculs de plus en plus gourmands, et on a parlé sur le climat, et effectivement on peut continuer comme ça à profiter de l'aubaine de ces augmentations en taille de puissance de calcul pour aller accéder à des choses qu'on n'avait pas pu calculer en 72. Mais sérieusement, si on me demande là de faire le bilan, je ne suis pas convaincue qu'on ait trouver quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est toujours aujourd'hui, à part le fait qu'aujourd'hui dans l'ingénierie, et c'est même presque inquiétant, une bonne partie des décisions se reposent sur du big data, sur des plateformes numériques assemblées à coups de main-d'œuvre informatique, c'est un peu ton milieu aussi. À part le fait que tout s'est complexifié dans la façon d'accéder aux données, de faire le lien entre la donnée et la décision, ce qui d'ailleurs peut-être le rend notre système un peu fragile d'ailleurs, on en reste toujours à une certaine forme de connaissance qui est intégrée dans les humains, et qui elle n'est pas bouleversée par ces monstrueux calculs. Donc ça rejoint un peu ce que je voulais dire, qui était que il y avait déjà des conclusions qui étaient tirées avec des petits modèles, petits par rapport à l'échelle actuelle, que les gros modèles ne permettent pas vraiment de bouleverser ces conclusions. Par contre, ils sont très gourmands et continuent de nous aveugler. Et c'est que je ne sais pas très bien ce qu'on va pouvoir conserver de ce qui a été produit en milliers d'articles les 40 dernières années, qu'on a mis au pilon les bibliothèques anciennes en pensant que c'était pas nécessaire de garder le papier parce qu'on aurait toujours accès à Elsevier ou autres pourvoyeurs d'articles numériques sur Internet, et qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que tout doucement, comme on rentre dans une société qui est plus angoissante au niveau sur les aspects de la démocratie, et parfois je me rends compte, je dis il existe, on appelle ça les corporates, on commence à se rendre compte que certaines multinationales commencent à avoir le pouvoir de capturer ce qui a été produit au nom du bien commun. Et donc, si parmi tes auditeurs, il y a des gens qui sont capables de penser de façon plus radicale que ce que nous, on arrive à faire, il y a des choses à sauver. Alors, c'est pas les articles que j'écris aujourd'hui,
Je pense que si on arrive à sauver et mettre à l'abri des compétences ou des connaissances qui ont été produites même sur la fin du XXe siècle, et il n'y a pas que les choses nucléaires, je trouve que tout ce qui a été fait dans la psychologie, dans la philosophie, dans toutes les thématiques y compris les sciences humaines, c'est un véritable enjeu, on ne puisse pas être du jour au lendemain coupé de ça. Comme ça se passe, si je comprends bien, en Afrique, par exemple, quand il y a une petite rébellion, ils coupent Internet. Bon. Et nous, on a le sentiment d'être à l'abri de ça. Je pense que ce sentiment de sécurité qui est à considérer aussi. Là-dedans, il y a aussi ne pas réinventer la roue, parce qu'il y a des choses, elles sont acquises, on peut aussi maintenant s'attaquer au gros du problème, et du coup agir, peut-être moins apprendre et agir. Il y a les types d'actions que vous menez avec Scientifiques en Rébellion. Il y en a certaines, c'est plutôt de la désobéissance civile non violente. Il y a des marches, il y a des campagnes web, on a parlé de l'occupation du Muséum d'histoire naturelle. Il y avait l'affaire BNP, peut-être plus proche des luttes locales, ou en tout cas du local, c'était le contre-sommet de COP28. De ce que je comprends, vous essayez d'avoir des réponses proportionnées à la violence qu'on a à cause des crises ou à cause des instruments politiques. Mais comment vous ajustez les leviers de vos actions? Qu'est-ce qui inspire une action? Est-ce que c'est un événement? Pourquoi une action plutôt qu'une autre? Comment vous avez ce panel d'actions? Comment vous décidez ou vous discutez de ça entre vous? À ce niveau-là, je trouve qu'on est dans un fonctionnement collectif assez horizontal, dans lequel parfois des tensions apparaissent, parce qu'on est tous plus ou moins éduqués à chercher du consensus, et en même temps, il faut qu'on assume aussi qu'on considère la radicalité comme quelque chose qui fait évoluer la société, et donc nous fait évoluer, nous aussi, en tant que collectif. Et du coup, par contre, je pense qu'on a à peu près tous une espèce de rejet de ligne directrice. Donc, on n'a pas envie de s'aligner sur une décision qui aurait été prise à un moment donné ou à un autre. Je pense que ça, c'est assez généralisé. Et après, il faut reconnaître que c'est une question de temps qu'on arrive à consacrer, hein, donc parce que il y a pas mal de sollicitations, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, donc c'est un petit peu du cas par cas, c'est un peu de l'affect. Voilà, quand c'est possible, quand la communication se passe bien, dans le sens où il y a ce canal dont tu parlais, donc qui foisonne d'informations, et il faut un petit peu ça rentrer dans cette complexité. Et puis, moi, je pense qu'il y a une certaine forme de confiance dans les outils, dans des pratiques d'intelligence collective. Moi, j'y crois. C'est-à-dire que si un mouvement s'aligne sur la conscience de quelques leaders, il se réduit. Je pense que c'est parce que si c'est ces quelques esprits, même aussi intelligents soient-ils, qui commencent à filtrer ce que le collectif va faire, il réduit. Donc il faut laisser cette marge cette souplesse, et je pense que on partage en partie ça au niveau du collectif, d'accepter un fonctionnement qui va dépasser l'intelligence de chacun. Croisez-toi. Non pas qu'on va sauver le monde, mais qu'on arrivera à quelque chose qui nous dépasserait individuellement. Il y a évidemment, on en parlait tout à l'heure, cette question du nom, qui est signataire de ce livre, qui veut être signataire de ce livre et qui veut bien écrire mais ne pas être signataire. Enfin, voilà, je pense qu'il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi la peur de comment on va être perçu dans notre milieu, la peur des représailles potentielles de notre employeur ou de l'État. Enfin, il y a plein de questions. J'imagine que là-dedans, l'intelligence collective est aussi pour ça très bien, parce que on s'efface comme individu et on est là comme collectif, et ça peut être plus rassurant parfois. Pascal, tu voulais ajouter aussi quelque chose? Oui, sur le sujet des actions, il y a deux axes. Il y a l'axe des thèmes d'action, donc là ça peut être parfois guidé par l'actualité, s'il y a une AG de Total,
Ou s'il y a la sortie d'un rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement à 1,5 degré, voilà. On peut faire des actions effectivement en profitant d'un effet d'aubaine d'actualité, parce qu'on sait que c'est le moment est bien choisi pour alerter sur une chose ou une autre. Donc ça, c'est dans l'un de nos objectifs qui est d'alerter. Et après, sur les modes d'action, c'est une question qui se pose et qui est réfléchi et qui est sous-pesé soigneusement, toujours collectivement, comme avec le mode de fonctionnement d'intelligence collective dont a parlé André. Mais ces actions ne se font pas au hasard. C'est-à-dire que certaines actions impliquent un risque individuel. Ça peut être le risque d'être inculpé et de faire face à un procès. Quand on choisit de passer devant un tribunal, donc c'est inconfortable. De prendre le risque. On choisit de prendre le risque. On choisit de prendre le risque et certains, ça leur arrive vraiment. Et donc on le fait parce que ça peut aussi être l'un des axes sur lequel on fait bouger les choses. On n'est plus uniquement sur notre effort pour alerter, on est aussi sur notre effort pour instaurer un rapport de force et faire bouger les lignes. C'est-à-dire que sur le procès du blocage du pont au Havre, il y a eu une décision de justice qui a reconnu l'état de nécessité, ce qui est quand même quelque chose d'important. C'est avoir toute décision de justice fait jurisprudence, avoir écrit quelque part que une juridiction française a considéré que les gens qui agissaient, qui avaient mené cette action, le faisaient pousser par un état de nécessité extrême. La crise climatique et environnementale étant reconnue comme telle, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. Je me permets de citer une phrase de Martin Luther King que tu pourras couper au montage si elle te plaît pas, mais je la trouve géniale. Celui qui brise une loi injuste doit le faire ouvertement, avec amour et avec la volonté d'accepter la peine. Je prétends que celui qui brise une loi que sa conscience lui dit être injuste et qui accepte de bon cœur la peine d'emprisonnement dans le but d'éveiller la conscience de la communauté sur l'injustice de cette loi, celui-là exprime en réalité le plus haut respect de la loi. Donc c'est une citation que j'adore, parce que ça veut dire qu'on n'est pas des anarchistes ou on fait pas ça. J'ai rien contre les anarchistes, mais oui, ok. On n'est pas des gens qui faisons ça pour provoquer ou par de la violence ou par goût d'aller en garde à vue ou en prison. Personne n'aime ça. C'est vraiment un risque assumé dans cet objectif-là. Là-dedans, dans ces questions de pénal, je te laisse la parole, mais dans cette question de pénal, il y a aussi cette question, si l'État est d'accord que, au fait des scientifiques, le fait qu'ils alertent, le fait qu'ils fassent de la désobéissance civile, c'est contre un État, ça envoie un message, finalement c'est finalement clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'ambiguïtés par rapport à, oui, l'État, on est pour l'écologie, mais en même temps, on met des scientifiques en tôle, quoi. Enfin, il y a un peu cette dualité et je pense que ça va briser un peu les masques et dire les choses comme elles sont, peut-être, quoi, en tout cas. C'est tout à fait juste, ça force un peu, peut-être qu'il faut forcer le clivage, pour arriver à une clarification des choses. Et le gouvernement précédent s'est engagé sur une voie qui me semble assez inquiétante de clivage de la société en montrant des coupables et de criminalisation des militants. Les éco-terroristes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que traiter des manifestants qui vont pas faire de mal à quiconque, mais qui au pire, dans le cas de Sainte-Soline, vont démonter une pompe, dont le remontage aurait certainement coûté beaucoup moins cher que tout le déploiement de CRS et d'hélicoptères qu'il y a eu. Voilà. Le fait de traiter ces gens-là comme des terroristes, c'est quand même, ça montre une volonté de scission, de division dans la société, que moi je trouve inquiétante dans une société démocratique. On est censé on voit où ça conduit dans le cas des États-Unis. C'est voilà, cette volonté de faire en sorte de dresser les gens les uns contre les autres et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dialogue entre la société, de désigner aux agriculteurs les écologistes comme des ennemis par essence, pas des gens qui ont des arguments qu'il faudrait confronter, mais des ennemis. C'est quand même quelque chose qui est inquiétant pour la cohésion de notre société. Voilà. Donc en ce sens-là, effectivement, on s'expose. Alors les représailles, il y a des représailles symboliques. Tu évoquais le fait que certains d'entre nous pourraient avoir peur d'être affichés dans leur métier. Alors ça, c'est
C'est un bon argument pour les jeunes qui n'ont pas encore de poste stable, sachant que ça dépend des disciplines. Hein. Il y a des universités, il y a des disciplines scientifiques où l'engagement est plutôt bien vu. Il y en a d'autres où il est très mal vu. Donc, certainement sciences sociales et sciences dures, mais ça dépend vraiment. C'est, tu vois, en sociologie, dans mon université, à l'université Paris-Nord, si t'es pas gauchiste, t'as aucune chance d'être recruté. Bien sûr. Mais par contre, dans une école d'ingénieur, et en fac de droit à Paris 2, voilà, ou dans une école d'ingénieur. Donc, ça dépend vraiment des contextes. C'est pas un très bon argument pour les gens qui sont fonctionnaires titulaires, honnêtement. Si moi, fonctionnaire titulaire, je suis pas capable, alors que je risque même pas un centime de retrait sur ma paye, de prendre position publiquement, qui va le faire, quoi, dans un pays où j'ai le droit de le faire. C'est ça, aussi, rappelons. Parce que je vais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues russes, qui expriment leur désaccord ou leurs doutes publiquement, hein. Eux, ils risquent autre chose que nous. Voilà, donc, Tu exprimes que c'est inquiétant, ce gouvernement qui joue sur les tensions sociales et les transformer en conflits et clivages où le dialogue est rompu et on sait que ça mène à rien du coup. Hein. Et je rebondis parce que je trouve ça effectivement très sage de parler d'être inquiet, de se sentir inquiet en fait, parce que quelque part il y a aussi la possibilité de condamner fermement cette irresponsabilité du gouvernement. Et ça m'évoque, je suis allée il y a pas longtemps dans une conférence qui était organisée à la Sorbonne par professeure de droit, Laureline Fontaine, qui est assez inspirante, parce qu'elle nous parle du droit et elle parle de ce que c'est que le droit en vrai dans une société. Voilà. Le droit, c'est pas un truc, t'as parlé d'anarchie, donc toute cette tout ce domaine de la réflexion et d'identité autour du droit, de l'ordre, le besoin que certains vont avoir d'un petit peu plus d'ordre et d'autres qui vont avoir besoin d'un petit peu moins d'ordre dans notre société. Peut-être que le replay du colloque sera disponible en ligne sur la question qui était posée à ce colloque. C'était quel bon gouvernement au XXIe siècle? Et le bilan qu'il faisait, ou en tout cas que j'ai fait de l'écoute de ce colloque, c'était qu'il constatait que le gouvernement actuel était intolérable au sens du droit, avec un peu un écho sur ce que tu disais de la citation de Martin Luther King, qui est la question du respect. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas une fanatique de l'ordre, dit pudiquement, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une certaine liberté au désordre pour vivre bien. Mais le constat qu'ils font, c'est que la façon dont se comporte le gouvernement devient extrêmement, extrêmement dangereux pour l'équilibre de l'État. En fait, l'État, c'est-à-dire le fait que la population adhère un minimum à la loi, afin que ça régule un tout petit peu les comportements et que ça organise la société dans ses échanges commerciaux, dans ses échanges de services, etc. Donc je vais pas pouvoir de toute façon résumer tout ce qui est dit, mais ils sont tous exprimés sur la fresque du bon gouvernement qui est quelque part dans un palais à Sienne, je crois, je me rappelle plus exactement. Et tu vois ce que c'est? Donc qui serait une espèce d'apologie des valeurs que doit incarner un bon gouvernement pour avoir cette espèce de légitimité. Et ce qui était tout à fait intéressant, en tout cas pour moi dans ces 2 jours, c'est le fait qu'ils évoquaient la résonance ou l'écho entre le micro-gouvernement de soi et le gouvernement de la société. C'est-à-dire que quand on voit certains leaders qui sont portés comme ayant de la puissance, ayant de l'image, ayant des critères de réussite, et on n'est pas idiot quand on les regarde se pavaner avec des Rolex ou en jet ski, etc. Il y a une résonance entre ce gouvernement et le micro-gouvernement de soi. C'est-à-dire qu'au fond, leur comportement amène des lâcher-prises dans les consciences individuelles à différents niveaux, parce qu'on a tous une conscience plus ou moins costaud, et c'est un lâcher-prise décomplexé vers l'individualisme. Bon, et ben donc, c'est tout cet ensemble qui met la société en péril
Et moi, je m'autorise un jugement moral qui n'engage que moi, qui est de dire je condamne. Voilà. Je voulais juste dire que je pense que voilà, le projet de société que vous mettez en avant et qui est aussi écrit ici, quelque chose de solidaire, quelque chose de justice sociale, de justice environnementale, etc., bah, au fait, on arrive, si des personnes sont traitées comme écoterroristes, c'est aussi parce que on commence à toucher là où ça blesse, quoi. Enfin, il y a vraiment, je pense, là, une vraie tension qui se crée. Il y a deux mondes, deux visions du monde. Bon, on pouvait dire que dans la guerre froide, il y avait deux visions du monde, réellement, pas vraiment, mais là, je pense qu'il y a ça se fragilise et ça se manifeste, ça s'explicite de plus en plus, et que voilà, c'est peut-être un signe que vos actions et tout ce qu'on est en train de parler commence à avoir peut-être porté ses fruits, ou en tout cas avoir un impact. On va devoir clôturer. Je demande souvent, est-ce que vous avez une recommandation d'un film ou d'un livre ou quelque chose pour inspirer, pour quelque chose que vous avez vu récemment, que vous vous êtes dit, ah bah ça j'aime beaucoup. Alors je peux en profiter peut-être parce que je cherche des alliés pour aider, pour respecter l'engagement que je me suis fait auprès de Doris Butignol sur un documentaire qu'elle a tourné qui s'appelle Femmes en crise de terre et qui parle elle est allée filmer en Islande la façon dont, j'ai oublié les noms, mais ministres, économistes, etc. ont cherché à redresser le pays après la crise là-bas. Donc, je cherche des alliés pour l'aider à amener une projection de ce film à Paris. L'Académie du climat, ça serait une idée. Et si vos auditeurs que ça tente, qui cherchent à me contacter à travers vous, par exemple, génial. Donc il a été projeté une fois en Belgique, Femmes en crise de terre, et voilà, j'aimerais bien le voir projeté en grand devant un tas de gens. Pour ma part, le film que je trouve le plus percutant, c'est une fiction, hein, c'est Don't Look Up, sur la situation de clash d'opinion, qui est une caricature pas si éloignée de la réalité que ça, de la capacité de ne pas voir l'évidence et de fuir les solutions, même lorsqu'elles existent encore. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Sinon, plus récemment, je suis en train de lire un livre de Bruno Patino qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui traite de l'éclatement des opinions dans un kaléidoscope géant, qui est celui de l'information par les réseaux. En fait, on segmente le temps d'attention des individus en petites bulles, où pour les capter, on est obligé de faire appel à des contenus où l'ennemi du vrai n'est plus le faux, l'ennemi du vrai est le vraisemblable, et l'ennemi du vrai est l'émouvant, donc ce qui choque, ce qui émeut, voilà. Et donc les gens sont enfermés dans des petites bulles qui sont en partie techniques, mais c'est pas le fond du problème, qui sont dans des bulles de gens de chambres d'écho où ils ne voient plus que des réalités partielles, et on est en train de perdre, quand on plonge trop dans ce monde-là, un socle de faits communs. Moi j'y tiens, ça fait partie de ma culture scientifique, justement, c'est pour ça que je suis à Scientifique en Rébellion. Je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur les faits, et cet éclatement je sais pas s'il y a un terme général pour exprimer à la fois un mélange de vraies informations, de fausses informations, de croyances, d'opinions, qui est le magma de l'économie de l'information qui circule sur les réseaux. On en voit la caricature aux États-Unis, où la moitié de la population ne croit pas à la même chose que ce que croit l'autre moitié de la population. C'est incroyable. Ouais, donc voilà, tout. J'espère ne pas en arriver là sur notre continent. Je voudrais remercier je sais pas si c'est le bon moment, mais l'association des bibliothécaires de France de nous avoir accueillis dans ses locaux, puisque je pense que les bibliothécaires partagent aussi avec les scientifiques sur un autre plan du rouage de la transmission, de la construction, du savoir et de l'information, mais cette éthique du savoir comme bien commun et son accessibilité libre à tous les citoyens, libre et en tant que service public d'une information fiable et de qualité. Donc voilà. Merci à eux. Merci André. Et merci à toi. Merci Pascal. Merci.
Et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. Si ces questions de neutralité scientifique vous travaillent encore, on avait enregistré un épisode avec Anaïs Tilquin sur Renovate Switzerland et avec Julia Steinberger également sur ces questions. Donc je vais les mettre en description également. À bientôt.